Je suis incapable de retenir des noms. Mais incapable, quelquefois, ça peut même m'arriver de ne plus me souvenir du nom de ma propre sœur jumelle. Impossible, je m'en souviens pas. Tout ce qui se voit pas n'est pas compris aux yeux des autres. Si t'es pas dans un fauteuil roulant, si t'as pas un œil en moins, si t'as pas... Tout ça, si ça se voit pas, les gens ne comprennent pas. Quand on vous dit « mais tu te rappelles pas ?» Non. Comme si vous disiez à quelqu'un qui est en chaise roulante « mais tu peux pas marcher ?» Non, je ne peux pas, j'y arrive pas, c'est dur pour moi et ça c'est difficile à comprendre. Finalement vous vous dites « mais pourquoi je suis plus la personne que j'étais avant ?» Mon moi d'avant n'aurait jamais fait ça. Mon moi d'avant, il s'est toujours contrôlé, il a jamais été violent. Ces troubles de la mémoire, de l'organisation, du comportement ont tous une même origine. Une lésion cérébrale provoquée par une chute, un accident de la route, de sport, une agression. Chaque année en France, il se produit plus de 150 000 traumatismes crâniens. La plupart sont considérés comme légers car ils n'ont pas entraîné une longue perte de connaissances. Pourtant, un tiers de ces traumatismes provoquent des séquelles neurologiques. Celles-ci peuvent durer quelques jours, quelques mois ou se transformer en handicap permanent. Des séquelles souvent ignorées, parfois remises en cause. Mais aujourd'hui, cette épidémie silencieuse commence à être prise en charge, ces troubles reconnus, même s'ils restent à jamais invisibles aux yeux des autres. Véronique souffre d'une discrète fêlure, des troubles neurologiques qui bouleversent son existence. Véronique a subi un traumatisme crânien léger en 2012. J'étais en patinette parce que je prenais la patinette de ma fille après l'avoir accompagnée à l'école. Et je passe rue de la Paix, à peu près à 300 mètres de mon travail. Et là, je regarde une boutique, et c'était la boutique de l'Italie. Il y avait la tour de Pise, et je dis « Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances ». Et paf, j'ai été expulsée de ma patinette, et j'ai atterri le crâne sur un mur en marbre. Véronique est restée 24 heures aux urgences, puis elle a été renvoyée chez elle. Mais dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à souffrir de problèmes de mémoire, de fatigue chronique, comme si son chaos se prolongeait à l'infini. Après 3 ans, ces stigmates persistent toujours. Ce que vous faisiez avant, vous savez plus le faire quand vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose et que vous savez plus pourquoi vous êtes là, que vous allez chercher une cuillère et que vous allez dans la salle de bain prendre une brosse à dents, il y a un problème parce que vous savez plus ce qui se passe dans votre crâne et pourquoi vous êtes perdu. Pour organiser ses pensées, structurer sa vie, Véronique note tout dans ses petits carnets. Ça me sert à pas oublier, parce que je vais revenir sur les carnets, je vais relire, j'entoure ce qui est important des fois, mais c'est important le petit carnet. Partout chez Véronique, des listes, des pense-bêtes. Pour être sûr de ne rien oublier, même de dormir. J'oublie, il faut pas que j'oublie, là j'oublie, ça va griller. Faut pas que j'oublie. Tout ça, faut pas que j'oublie. Ça vous arrive souvent des problèmes de cuisine comme ça, d'oublier les choses Ma fille un jour est rentrée et puis elle a éteint la cuisson. Donc faut pas que j'oublie. Ça c'est les copies, ça. Ces dernières années, Véronique a enchaîné les rendez-vous médicaux, les arrêts de travail, sans jamais parvenir à se soigner. Ça devient trop, il y en a de trop. Il y en a de trop. Bon, ça m'angoisse. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à gérer sa vie. Mais voilà, il me faudrait des gens, là. Il me faudrait des gens parce que ça... C'est mes papiers.
C'est mes papiers, c'est mon angoisse. Véronique était cadre dans une grande entreprise. Les séquelles de son traumatisme l'ont contrainte à prendre un poste à moindre responsabilité. Elle ne bénéficie pas d'un statut handicapé, mais son état de fatigue permanent l'oblige à travailler à mi-temps. Au travail, c'est pareil. Moi, c'est vrai que quand j'entends des gens me dire tu devrais te remettre en cause, Véronique, quand c'est la RH qui dit ça, ça me fait de la peine, ça rajoute, ça surangoisse parce que vous savez que vous travaillez là-dessus depuis déjà de longtemps, que vous allez continuer à faire des efforts et que les autres ne comprennent pas parce que j'ai pas l'air d'être très différente. Or, je crois que malheureusement, je suis très différente de ce que j'étais. Les troubles dont souffre Véronique sont communs à de nombreux traumatisés crâniens. On appelle cela un syndrome post-commotionnel. Celui-ci trouve son origine dans les profondeurs du cerveau. Le cerveau se compose de 2 matières principales. La matière grise, là où se trouvent nos 100 milliards de neurones. Plus en profondeur se situe la substance blanche. Celle-ci est constituée d'axones, 150 000 km de câbles qui relient les neurones entre eux, véhiculant l'ensemble des informations traitées par le cerveau. Concrètement, dans le cerveau, quand on a un traumatisme crânien léger ou modéré, il peut se passer 2 choses. Soit des neurones qui sont abîmés par le coup. Voilà, une ecchymose des neurones. Quand on tape dans un neurone, ce neurone il va s'abîmer, ne plus fonctionner. C'est la première explication. La deuxième explication, c'est une déconnexion entre le neurone et les axones. On a des fils électriques qui partent entre les différents neurones. Quand on a, sur le plan cinétique, une mobilisation violente du cerveau, on se retrouve avec des petites disconnexions diffuses. Et ça, c'est extrêmement piégeur parce que quand on va passer des scanners et des IRM classiques, on n'arrive pas à voir ces petites disconnexions. C'est exactement le cas de Véronique. Ces lésions cérébrales demeurent invisibles à l'IRM. Véronique fait partie de ces milliers de victimes d'un traumatisme crânien considéré comme léger, qui ont développé des séquelles et qui n'ont pas bénéficié d'une prise en charge adaptée. Depuis 2015, au Kremlin-Bicêtre, l'équipe du neurochirurgien Nozar Agakani reçoit des patients victimes d'un traumatisme crânien léger, atteints de troubles neurologiques. C'est la seule consultation de ce type en France. Elle est née en 2015. Il y a 3 mois, Ouria a été renversée par une voiture. Aux urgences, on lui a soigné une entorse à la cheville sans prendre en charge les premiers signes de son traumatisme crânien. D'abord, on va se voir ici, puis vous verrez le neuropsychologue, puis vous verrez l'ergothérapeute. D'accord. Alors, depuis que vous êtes rentré à la maison, comment les choses sont passées? Donc des maux de tête très, très violents, un manque de concentration. Je vais être par exemple dans une conversation et puis je vais passer à autre chose, à une autre conversation. Mais ça, c'est des choses que vous n'aviez pas avant, c'est sûr et certain. Ah non, mais sûr et certain, oui. Quoi d'autre? C'est pour ça que ça m'inquiète, oui. Irritabilité aussi, je suis très irritable, c'est-à-dire que je ne supporte plus rien. D'accord. Pour dormir, ça va? Alors, je ne dors pas. Oui, mais Non, je ne dors pas. Depuis l'accident? Oui. D'accord. Je ne dors pas du tout. Mais vous n'arrivez pas à vous endormir ou vous endormez et vous réveillez très rapidement? Ah non, mais du tout. Donc vous Je vais peut-être dormir une petite demi-heure, mais... Donc vous voulez me dire que depuis le 12 octobre, vous n'avez pas dormi du tout? Qu'une demi-heure par nuit? Oui. Non. Et donc ça, c'est l'IRM que vous aviez fait à la demande de votre médecin traitant, c'est ça? Oui. Écoutez, premièrement, c'est que l'IRM est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion visible, si vous voulez, importante. Comme on est assez près de l'accident, je pense qu'il y a des possibilités de pouvoir un peu modifier les choses.
Il y a peu, la présence de troubles après un traumatisme crânien léger était souvent considérée comme d'ordre psychologique. On appelait même cela le syndrome subjectif, comme si celui-ci était imaginaire. La première étape, c'est la reconnaissance déjà de cette pathologie. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde admette qu'on peut avoir des problèmes importants après un traumatisme crânien léger. Depuis un certain temps, et puis c'est plutôt accepté par tout le monde, on ne parle plus de syndrome subjectif. Parce qu'en fait, le fait de dire syndrome subjectif, c'était d'emblée mettre une étiquette sur ces gens-là en disant qu'ils décrivent des choses qui n'existent pas et qui n'existent que pour eux. Alors que maintenant qu'on sait très bien qu'il se passe quelque chose véritablement au niveau du cerveau, au niveau de la personne, et donc on ne peut pas parler de syndrome subjectif et mettre une étiquette négative sur ces gens-là. 9, 7. 9, 7. 5, 8, 2. La suite de la consultation pour Ouria consiste en un examen avec une neuropsychologue. Une longue batterie de tests afin d'évaluer l'importance de ces troubles cognitifs, comme de répéter une suite de chiffres. 7, 2, 8, 6. 7, 8, 7, 8, 2, 6. 6, 4, 3, 9. 6, 3, 6, 3, 2, 9. Ok. On va faire la même chose mais au niveau visuel. D'accord? Donc je vais pointer des petits cubes dans un ordre précis et vous allez essayer de faire la même chose que moi juste après. Donc je fais exactement... La même chose. De votre côté ou de mon côté? De votre côté, vous De mon repointez les mêmes cubes que je viens de vous pointer. Alors, est-ce que vous avez compris la consigne? À peu près, je pense. Donc, je pointe une série de cubes et vous Oui. refaites exactement la même chose après moi. D'accord? Dans le même ordre. Là, vous l'avez fait à l'envers. Ah bon? C'est plus compliqué. C'est bien, mais c'était pas ce que je vous demandais. D'accord? Les résultats des tests neuropsychologiques confirment un dysfonctionnement cérébral chez Ouria. Celle-ci va donc être orientée vers une rééducation en neuropsychologie et en orthophonie. Il s'agit d'accompagner un phénomène naturel. On va stimuler certaines fonctions de son cerveau pour en favoriser la réparation. Prise en charge rapidement, Ouria a de bonnes chances de récupérer ses facultés d'avant l'accident. Quand on prend en charge des gens qui ont un traumatisme crânien, il y a deux grands axes de prise en charge. Le premier axe, c'est de s'appuyer sur les cellules qui n'ont pas été abîmées, mais juste endormies par le traumatisme crânien et qui se réveillent de façon complètement naturelle. Après, on joue sur cette plasticité cérébrale, le fait qu'une cellule va essayer de faire le travail des cellules qui sont abîmées. La priorité de la consultation de Nozar Agakani est donnée à des patients qui se situent à moins de 3 mois de l'accident. Au-delà, le risque est de voir leurs troubles se chroniciser. Après 18 mois, ceux-ci peuvent se transformer en handicap permanent. Les séquelles invisibles du traumatisme crânien sont protéiformes. Elles altèrent la vie des personnes, leur relation aux autres. Elles peuvent conduire à de profondes modifications du caractère, un changement complet de personnalité. Tu pars quand au Portugal? Non, je pars le 15. Donc, mais pour tes grands rendez-vous, je serai quand même là. Le 2 à 14h30. Je vais le noter sur mon truc. Tu notes sur ton téléphone. Il y a 6 mois, Romain a été victime d'un accident de scooter. Il a subi un violent traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il a passé 9 jours en réanimation. À 25 ans, son handicap l'a obligé à revenir vivre chez sa mère. C'est important pour vous d'avoir cette présence aussi de votre maman qui vous rassure. Même si je le montre pas, oui, c'est important. Je sais que sinon,
La pile des feuilles, elle serait plus petite. Donc non, c'est... Je lui rendrai un jour quand ça ira mieux. C'est-à-dire que j'ai un petit bébé maintenant. Non, il est plus autonome comme il était avant son accident. C'est très dur. C'est très dur, encore une fois, par rapport à l'âge que j'ai. Je pense que voilà, je suis à un âge où je dois quand même me débrouiller tout seul. Et voilà, quoi, j'ai l'impression de redescendre en fait il y a 10 ans. Donc de revenir en arrière. C'est tout ce que je rêve aujourd'hui, c'est de revenir, c'est de récupérer le moi que j'étais avant l'accident. Aujourd'hui, c'est mon plus gros rêve. Les séquelles présentes dans le cerveau de Romain sont bien visibles à l'IRM. Elles n'en restent pas moins invisibles aux yeux des autres. Romain est désormais incapable de travailler et a dû abandonner son poste de cuisinier. L'heure du service, c'est comme la guerre. Donc psychologiquement, il faut être préparé. Je sais que dans mon état actuel, je pense que je finirais en prison si j'allais travailler là-bas. Je pense que ça en viendrait aux mains. Voilà. Parce que voilà, la mentalité en cuisine, c'est si quelqu'un doit vous dire ferme ta bouche en gentil, il le dira sans problème. Sauf que voilà, c'est des choses aujourd'hui que j'aurais du mal à accepter. Donc voilà, ça c'est quand je me contrôle plus du tout en fait. C'est quand vraiment... C'est quand j'arrive plus du tout à me contrôler en fait. Et ça vous arrive comme ça de taper dans les murs, dans une porte? C'est très rare. C'est rare, mais quand je le fais... C'est pour ça que je fais beaucoup de sport, pour essayer de calmer mes tensions, pour éviter ce genre de choses. Et ça, c'est arrivé comment, par exemple? Il y a quelque chose qui vous a énervé ou c'est... Ouais, ma mère, elle a dit quelque chose qui m'a énervé, et puis voilà, sans réfléchir, ça part. Voilà. Ça aussi, c'est des choses que... J'ai jamais tapé dans un mur avant ce qui s'est passé. Mon moi d'avant n'aurait jamais fait ça. Mon moi d'avant, il s'est toujours contrôlé, il n'a jamais été violent. Il a toujours pu se maîtriser. Les fonctions les plus élaborées, comme la mémoire, la créativité, la personnalité, se situent tout à l'avant du cerveau, au niveau des lobes frontaux. Cette région est extrêmement sensible, malléable, ce qui permet à la personnalité d'évoluer tout au long de la vie. Mais c'est aussi une zone vulnérable. Cela explique que les troubles du comportement sont très fréquents chez les personnes cérébrolésées. Au maximum des troubles du comportement, on se retrouve avec des comportements complètement anormaux, avec des gens qui peuvent être apragmatiques, isolés sur leur chaise à 8h du matin jusqu'à 8h du soir en regardant la table basse, qui est complètement anormal. On peut avoir des gens qui deviennent ultra-violents, des gens qui vont s'énerver pour un oui, pour un non, qui vont monter dans le bus, on va les bousculer un peu et ils vont taper. Donc nos patients, ils se retrouvent avec cette difficulté au quotidien. Souvent en plus, ils s'en rendent compte, c'est-à-dire qu'ils sont capables rétrospectivement de dire « je me suis fait bousculer, j'ai tapé, j'aurais pas dû ». C'est pas adapté comme comportement. Mais ils ont perdu ces frontières, ce qu'on a appris sur le plan sociétal, sur le plan psychocomportemental. On a appris à se comporter en société. Il y a des petits logiciels qui ne fonctionnent plus pour lisser ce comportement et l'entourage ne comprend pas. Romain est considéré comme un traumatisé crânien modéré. Après son accident, il a été orienté vers une rééducation à l'hôpital de Garches. Il s'y rend 4 jours par semaine pour des séances de neuropsychologie, d'orthophonie et d'ergothérapie.
Bonjour. C'est À ce jour, qu'est-ce qui vous dérange le plus, vous, par rapport à votre traumatisme? Mon état de fatigue et... Mon numéro 1, c'est la fatigue. Ouais, et l'anxiété. C'est ce que je ressens le plus. La dernière fois qu'on s'était vu, vous m'avez parlé aussi des énervements qui pouvaient monter un peu plus rapidement. C'est ce que vous appelez anxiété, c'est ça? D'accord. Bah, vous aviez votre caractère avant, vous avez un nouveau caractère. Il n'est pas plus mal, il n'est pas moins, enfin il n'est pas mieux, pas moins bien. Vous êtes un peu différent par rapport à avant. Et puis peut-être que cette expérience sera une expérience positive qui va vous permettre d'aller très haut. Vous voyez, il ne faut pas le voir comme forcément un truc négatif quand je dis ça. C'est quelque chose qui n'est pas bien connu. Et donc pour les familles, ça peut être très perturbant. Et donc le but, c'est de leur expliquer que, c'est organique, c'est-à-dire que c'est pas une vue de l'esprit, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas en psychiatrie, vous avez une lésion neurologique qui a des conséquences. Chez vous, ces conséquences, elles sont plus d'ordre émotionnel qu'avec une hémiplégie. Donc ça se voit moins, mais c'est pas pour ça que c'est pas important de le prendre en charge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se hurler dessus jusqu'à ce que celui qui hurle le plus fort ait gagné? Ou est-ce qu'on se barre de la maison, on revient un quart d'heure après? Pratique, si on se part de la maison, on revient un quart d'heure après, une fois que ça va mieux. D'accord? Pour Romain, ces désordres émotionnels constituent une immense souffrance. Avec ce sentiment étrange d'être devenu un autre. J'ai frappé une femme pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais frappé qui que ce soit. Et encore moins une femme. Et un soir, j'ai frappé une femme. Ouais. Ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué et je ne l'ai pas mis sur le dos de l'accident directement. C'est après en parlant, quand j'en ai parlé avec la psychologue, c'est elle qui m'a dit que... Voilà, c'est vrai que ça a été dur. Ces troubles du comportement représentent un handicap majeur. Dans les cas extrêmes, ils peuvent conduire à une forme de désocialisation, voire à des actes délictueux. Régulièrement, j'ai la police qui m'appelle en me disant « j'ai un de vos patients, il a tapé sur 3 policiers, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, je passe du temps à expliquer que c'est pas qu'il s'est énervé, c'est pas adapté, c'est un trouble du jugement qui est dû à son traumatisme crânien et qu'on ne peut pas l'excuser, que nous, on est en train de le prendre en charge, que c'est pas simple. Mais tout ça, ça entraîne des conséquences qui vont jusqu'à la prison. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se retrouvent en prison parce que ils avaient un milieu de vie qui n'était pas très porteur. Par-dessus ça, il y a une déficience comme les troubles du comportement qui s'installent avec une agressivité qui peut se majorer. Elle n'est pas comprise par la société, pas prise en charge par le corps médical et les gens se retrouvent en prison. Plusieurs études, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ont montré la surreprésentation des personnes cérébrolésées dans la population carcérale. En 2016, une nouvelle étude est venue confirmer ces résultats. Elle a été réalisée à Fleury-Mérogis par Éric Durand, ancien médecin de la maison d'arrêt de Fresnes et spécialiste du traumatisme crânien. Nous avons retrouvé en tout cas une prévalence déclarative d'antécédents traumatisés crâniens dans cette population d'environ 1200 détenus arrivants. Donc une prévalence de 30,6%, ce qui paraît important par rapport à ce qui est connu en population générale. Romain en est à son 2e mois de rééducation. Sa mère l'accompagne à chaque fois qu'il se rend à Garches. Depuis son accident de scooter, les transports sont une source d'angoisse pour lui. Comment ça s'est passé le transport ce matin? Bien, j'étais avec ma mère. Pas de stress? Non. Est-ce que c'est la vitesse qui vous gêne par rapport au... Alors je sais pas, mais en fait je me suis posé une question hier par rapport à ça. Par rapport au transport. En fait dans le métro, au moment où je vais commencer à pas être bien, c'est quand il va commencer à bouger en fait. Quand je suis à l'intérieur, tant que je suis pas rentré encore dans le métro, ça va en fait. Je me demandais... Cette peur est directement liée à l'accident. C'est ce que l'on appelle un syndrome de stress post-traumatique.
Un syndrome purement psychologique lié à un choc émotionnel violent, commun à tous ceux qui ont frôlé la mort. Le syndrome de stress post-traumatique engendre aussi des troubles attentionnels, des troubles de mémoire et des troubles de comportement, qui sont un peu ceux qu'on retrouve dans le trauma crânien. Donc c'est une double peine pour lui. Il doit lutter contre les séquelles du traumatisme crânien et contre les séquelles psychiques du syndrome de stress post-traumatique. Si vous étiez une saison, vous seriez? Alors, moi, je serais le printemps parce que c'est la saison la plus chargée en fleurs. Ok, donc printemps, chargé en fleurs. À votre avis, c'est quoi qui pourrait être aidant, le fait que je vous dise c'est chargé en fleurs? Parce que l'un va avec l'autre, en fait. Voilà, l'un va avec l'autre. Et vous choisissez quoi? Romain en a encore pour plusieurs mois de rééducation à Garches. Parmi les séquelles sur lesquelles il doit toujours travailler, ses problèmes de mémoire à court terme. Souvent, les patients qui ont un traumatisme crânien se plaignent de troubles de la mémoire. Alors la mémoire, il faut faire deux grands blocs. Il y a la mémoire des souvenirs, c'est-à-dire on se souvient qu'on était en vacances quand on avait 6 ans. Et ça, c'est une mémoire qui est extrêmement robuste, c'est-à-dire qu'elle est peu touchée par les traumatismes crâniens ou les autres événements neurologiques. Après, on a la mémoire du quotidien, celle dont on ne se rend pas compte. Parce que dans l'inconscient culturel, la mémoire, ce sont les souvenirs. Le reste, on vit avec le gros de notre cerveau, mais pas la mémoire. Et en fait, c'est pas vrai. Au quotidien, on est sans cesse en train de mettre des informations sur une clé USB. Et après, cette information, je l'écrase. C'est-à-dire, si 2 mois après, on me demande le 23 novembre, qu'est-ce que tu as fait, je suis incapable de dire, j'ai eu cette étape, acheter le pain. Cette mémoire est très fragile. C'est-à-dire que chez nos patients cérébrolésés, ils perdent cette mémoire flash, cette mémoire très courte, cette mémoire du quotidien où on se souvient de plein de petites choses qu'on stocke et qu'on efface. Un autre risque existe, celui de voir le cerveau se fragiliser avec une succession de traumatismes crâniens légers, des commotions à répétition, n'engendrant pas forcément de perte de connaissance. Marie a 26 ans. C'est une ancienne demi de mêlée de l'équipe de rugby de Bobigny. Cette équipe fait partie du top 8, la première division du championnat de France féminin. J'ai juste une envie, c'est d'enlever le manteau et d'aller les rejoindre. Mais je peux pas. Je peux pas. C'est un sport génial. En revanche, c'est un sport bien de contact et de combat. Donc forcément, moi j'ai joué, j'ai perdu. Voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Mais ça peut arriver, entre guillemets, à tout le monde. Même sur un KO, ta carrière, elle peut s'arrêter. Suite à de multiples chocs, Marie a dû arrêter le rugby. Sa dernière commotion, il y a 1 an, a été celle de trop. J'ai pris un gros coup, je le savais. Et ensuite, j'ai reçu un ballon et je l'ai donné à ma coéquipière qui était devant moi. Donc j'ai fait un en avant juste énorme. J'ai hurlé sur l'arbitre parce qu'il m'avait sifflé. Et je me suis mise à pleurer. Je me suis battue contre tout le monde parce qu'il, bien sûr, il voulait me sortir du terrain. Aujourd'hui, Marie souffre de troubles persistants, en particulier de graves difficultés de mémoire. J'ai un nom de code maintenant que tout le monde connaît, puisque souvent, je me souviens pas du tout du nom de mes collègues. Même ceux avec qui je travaille depuis 2 ans, que je côtoie juste tous les jours, je m'en souviens plus. Donc quand j'appelle quelqu'un Jean-Michel, c'est qu'il y a un problème. Clairement, c'est qu'il y a un problème, c'est que je m'en souviens pas sur le coup. C'est juste horrible de se dire qu'on va avoir un problème de mémoire et puis peut-être même des séquelles plus tard, peut-être se déclencher, je dis n'importe quoi, mais un Alzheimer ou ce genre de choses. Et ce qui est dur en fait avec ce genre de choses, c'est que c'est pas quelque chose de physique. Personne ne peut le voir. Il y a que moi qui le sais. Marie est suivie par Jean-François Sherman, neurologue spécialisé dans le sport. Bonjour. Bonjour Marie. Ça va? Alors, ça faisait un petit bout de temps. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est lui qui lui a conseillé d'arrêter le rugby il y a 1 an. Je vais vous demander de répéter 5 noms. Vous allez les garder en mémoire. Tigre, gant, oignon, savon, coccinelle. Tigre, gant, oignon, savon, coccinelle. Tigre, gant, oignon, savon, coccinelle. Tigre, gant, oignon, savon. Si Marie vient consulter aujourd'hui, c'est à nouveau pour une commotion, mais cette fois-ci, dans un autre sport. Vous avez décidé de recommencer?
Le foot. Voilà, et là vous êtes passé. Il fallait du sport collectif. Voilà, et donc en pensant que si on faisait plus de plaquage, il n'y aurait plus de commotion. Exactement, grossière erreur. Et ouais, c'est clair. Grossière erreur. Le foot, c'est loin d'être un sport où il n'y a pas de commotion. Hein. Vous partez là, vous allez jusqu'au 25 le plus vite possible sans faire d'erreur. Vous allez vite, mais je ne voudrais pas que vous fassiez d'erreur. Vous êtes prêts? C'est parti, top. Jean-François Sherman effectue un rapide bilan neurologique de Marie. Là, vous fermez les yeux, 20 secondes. Prêt, c'est parti. On y va. On voit 20 secondes comme ça. Alors maintenant, les 5 noms dont on avait parlé tout à l'heure, c'est quoi? Il y avait quoi? Coccinelle. D'accord. Gants. Oui. Il y avait un animal. Mais Ouais. c'était une tortue. Non, il n'y avait pas tortue. Donc pour l'instant, c'est coccinelle et gants. Vous voyez pas le reste. Hein. Un papillon? Non, pas du tout. Il y avait un animal sauvage. Non, pas du tout. Un animal sauvage. Non, ça vous dit rien. Un méchant, un animal. Un méchant. Ouais. Un méchant, une panthère. Non, c'était tigre, pas du tout. Un légume. Ça vous dit rien. Non. Et il y avait un produit d'entretien. Je sais pas. C'était savon. Ah. Tigre, gants, oignon, savon, coccinelle. D'accord. Marie souffre d'une très grande fragilité du cerveau qui s'explique par la dizaine de commotions qu'elle a subies en l'espace de quelques années. Ouais, je suis capable. Par rapport à la manière qu'elle avait de récupérer avant, à chaque fois elle récupérait en 1-2 jours ou en quelques jours maximum. On a l'impression que plus elle prend des commotions, plus son cerveau a du mal à récupérer. C'est sûr que moi, mon combat, c'est de dire il faut vite attendre que le cerveau cicatrise bien avant de reprendre une activité traumatique, parce que si on reprend une activité traumatique alors que le cerveau n'a pas totalement cicatrisé, le risque de la commotion est plus important et le risque de faire un syndrome post-commotionnel prolongé est plus important. Vous arrêtez les sports collectifs? J'arrête les sports collectifs, c'était la dernière. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mais là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas qu'au rugby qu'on peut faire des commotions. Même au foot, on peut en faire. Donc j'arrête tout ça. Marie a commencé depuis une rééducation en orthophonie. Elle espère ainsi améliorer peu à peu sa mémoire du quotidien. Le risque de voir se développer des pathologies graves suite à des commotions à répétition est aujourd'hui pris très au sérieux par différentes fédérations sportives. Mais il aura fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Tout commence à la fin des années 1920. Lorsque des chercheurs observent la persistance de troubles neurologiques chez certains boxeurs. On appelle cela la démence pugilistique. L'histoire la plus célèbre est celle du grand Mohamed Ali. Lors des entraînements, Ali avait pour habitude de demander à son partenaire de le frapper au visage afin de prouver son invincibilité. Après 20 ans de carrière, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. Il a 42 ans. Comme Alzheimer, le syndrome parkinsonien est l'une des conséquences des commotions répétées. Les deux syndromes pouvant se mêler dans ce que l'on appelle l'encéphalopathie chronique post-traumatique, le nom donné aujourd'hui à la démence du boxeur. Plus personne ne remet en cause la fréquence de cette maladie chez les boxeurs retraités. On avance le chiffre de 20%, probablement inférieur à la réalité. Mais c'est dans le football américain que la crise a été la plus profonde. Un médecin légiste, Bennett Omalu, est le premier à prouver la présence de maladies neurodégénératives dans le cerveau d'anciens footballeurs. À la fin des années 2000, est créée à l'université de Boston une banque des cerveaux des sportifs à risque. D'anciens footballeurs, boxeurs, hockeyeurs lui lèguent leur cerveau après leur mort. Des traces d'une encéphalopathie chronique post-traumatique sont découvertes dans 96% des cerveaux analysés. Coupe d'Europe de rugby. Clermont-Ferrand reçoit Bordeaux-Bègles. Depuis 2012, la Fédération internationale de rugby a mis en place un protocole destiné à protéger les joueurs professionnels des commotions. En cas de choc, le joueur est sorti du terrain et subit un examen neurologique.
22e minute, John Ulugia sort suite à un violent choc au niveau des cervicales. Un protocole commotion est déclenché pour le talonneur clermontois. Juste après le match, le médecin du club lui fait une prise de sang. L'équipe de Clermont-Ferrand est l'une des seules au monde à avoir renforcé son protocole commotion avec la recherche dans le sang d'un marqueur du traumatisme crânien, la protéine S100 bêta. Ça nous permet deux choses. De déclarer, commotionner un joueur qui pourrait nous cacher des symptômes et pour lequel le diagnostic serait pas si évident. Et donc du coup de le protéger un peu plus tout au long de la semaine. Et de deux, pour ceux à qui on a vraiment posé le diagnostic de commotion, de savoir quand on le remet sur le terrain, à l'entraînement, évidemment après en compétition. Aux côtés des neurones, d'autres cellules jouent un rôle essentiel dans le cerveau. Ce sont les astrocytes. Lors d'un traumatisme, les astrocytes libèrent la protéine S100 bêta. Celle-ci passe rapidement dans le sang. C'est donc un bon indicateur du traumatisme crânien. Si sa présence persiste, 36 heures après le match, c'est le signe d'une commotion cérébrale. John Ulugia est réexaminé au CHU de Clermont-Ferrand. On lui fait une nouvelle prise de sang. Ça va ? Ouais, ça va. Le taux de S100 de John se situe à un niveau normal. Il pourra donc reprendre l'entraînement dès le lendemain. En 2015, la Fédération américaine de soccer, le football européen, a proscrit la pratique des TED chez les enfants. En 2016, 70 médecins britanniques ont demandé l'interdiction du plaquage au rugby chez les moins de 18 ans. Le handicap invisible est le plus souvent associé au traumatisme crânien léger ou modéré. Mais des lésions cérébrales infiniment plus graves peuvent également provoquer des séquelles indécelables. Bonjour. Lucas a 15 ans. Il y a un an, il a été renversé par une voiture. Il est resté plus d'un mois dans le coma. À son éveil, il ne pouvait ni parler ni bouger. Mais après des mois de rééducation, il ne gardera bientôt plus de séquelles physiques de son traumatisme. Pour l'instant, tu trouves que tu n'as pas l'équilibre? Tu as peur de tomber? Oui. Donc tu ne te sens pas parfaitement assuré. Même avec le déambulateur? Non, avec le déambulateur, Ouais, ça va. ça va. C'est en bonne voie. Enfin, tu vas marcher. Hein. Ouais, non, combien d'années? Ah, non, c'est pas en années. Non, il y a eu beaucoup de progrès là. Ouais. Après, peut-être voilà, qu'il y aura une fatigabilité à la marche prolongée. Peut-être que tu ne seras pas très à l'aise pour courir ou des choses comme ça, mais tu devrais marcher, monter, descendre les escaliers, à mon avis. Vous pensez, vous êtes sûr? Je pense que je peux dire que je suis sûre que tu vas marcher, oui. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Tu vas retirer ta tablette, là. On va regarder un peu comment tu fais les transferts. Parfait. Moi, je me mets vite debout. Tu te mets vite? Oui, j'ai vu. Ouais. Mais enfin, tu t'es quand même bien organisé, t'as mis les freins et tout. Avant, ça t'arrivait d'oublier. Hein. Longtemps, on a cru que le traumatisme crânien chez l'enfant était moins grave que chez l'adulte, parce que l'enfant récupère mieux d'un point de vue physique. Aujourd'hui, on sait que c'est exactement le contraire. C'est vrai que les enfants, en tout cas après un traumatisme crânien sévère, peuvent arriver en phase d'éveil avec, par exemple, ne tenant pas assis, ne tenant pas leur tête, avoir une hémiplégie. Et c'est vrai que fréquemment, on observe une récupération meilleure que ce qu'on aurait observé chez un adulte avec le même type de lésion. Vas-y, remonte. Tu sais que t'as de la force, hein? Mais chez l'enfant, cette bonne récupération physique masque souvent une moins bonne récupération sur le plan cognitif. Je pense qu'il y a quand même une grosse priorité du cerveau qui est donnée à la motricité, au langage, et que finalement les autres fonctions qui dépendent peut-être de réseaux plus distribués, comme l'attention, etc., vont être plus touchées. L'enfant victime d'un traumatisme crânien présente un cerveau immature au moment de l'accident, rendant ensuite plus complexe l'apprentissage des codes sociaux. Plus encore que l'adulte, l'enfant conserve généralement d'importantes séquelles, notamment sur le plan comportemental.
Avant, tu sais, tu t'énervais quand même facilement. Tu pouvais te fâcher. Ça va mieux. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Il y avait des moments où il fallait se fâcher très fort. Il y avait une ouais. violence verbale et une violence physique. On a reçu des coups quelquefois. Mais c'est vrai que maintenant, il gère plus facilement le non. Il gère plus facilement. Ça revient quand il est fatigué. Mais il n'y a pas de violence physique. Mais il peut y avoir de la violence verbale quand vraiment il est fatigué. On le voit dans son regard, on le voit dans son comportement. On voit que voilà, faut stopper ce qu'on est en train de faire parce que ça peut dégénérer. Je tiens à m'excuser. Mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je le pense. Oui, mais bon, en même temps, voilà, tu étais dans une phase où tu avais des tels troubles de la mémoire et des telles difficultés autres que bon, voilà, tu contrôlais pas plus le comportement. Il n'y a pas longtemps, j'ai insulté. Ouais, bah ça t'arrive une fois encore. Ouais, c'est un peu dur d'être à l'hôpital quand même depuis si longtemps. Tu m'étonnes. Ouais. Et qui le dis-tu? Parvenu à l'âge adulte, Lucas ressemblera à un jeune homme comme les autres. Mais il est possible de voir se prolonger en lui des séquelles invisibles, comme une intolérance à la frustration, la présence de comportements inadaptés, ou d'autres troubles encore impossibles à déceler. Il y a 10 ans, Inès se trouvait dans un état proche de celui de Lucas. Victime d'un traumatisme crânien grave, elle était soignée dans le même service que lui, à l'hôpital de Saint-Maurice. Au prix d'une longue rééducation, Inès est revenue à la vie. Aujourd'hui, elle a l'apparence d'une jeune femme de 25 ans, comme les autres. Elle s'est battue pour faire des études. Elle est aujourd'hui en BTS. Inès vit chez ses parents avec sa grande sœur, Jennifer. Des fois, elle le vit très bien. Je vois que... Puis même, il y a des choses qui ont changé chez elle. Même au niveau comportement. Elle peut très bien, d'un coup... je la vois, elle est triste. Alors, je lui demande pourquoi. Elle me dit, bah, ça va pas. Alors, elle repense à tout son accident. Et puis, elle a des gros moments de cafard. Donc, elle pleure, ça va pas. Puis, il y a des moments où elle s'énerve très vite aussi. Mais des gros moments de colère. Et après, elle se rend compte que elle s'énerve trop vite et puis elle vient de s'excuser. Ou... Elle a du mal en fait à gérer tout ça. Des fois, j'aimerais bien être comme tout le monde, pouvoir travailler comme tout le monde, pas être fatiguée, et surtout être comprise aux yeux des autres. C'est ça aussi, être comprise. Inès souffre de multiples troubles. Fatigue chronique, lenteur, problèmes de mémoire, difficulté pour percevoir le monde qui l'entoure. Il y a des gens qui un peu la voient comme une personne naïve et qui servent de sa gentillesse. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Qui est en perpétuel. Ça me fait tout le temps peur. J'ai toujours peur qu'on l'utilise, qu'on serve d'elle et puis qu'au final, on me fasse du mal. En fait. Mon médecin m'a dit vous avez une difficulté de discernement. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre les personnes qui veulent te faire des choses ou qui sont là avec toi pour toi et ceux qui sont avec toi par profit. Les difficultés qu'éprouve Inès pour décoder les expressions, les comportements des autres, s'expliquent par l'âge auquel est survenu l'accident. Le traumatisme a touché son cerveau alors qu'elle était encore très jeune, rendant plus difficile son intégration au monde. J'ai décidé d'écrire ce que je ressentais moi, personnellement, pour éviter d'en parler tout le temps aux autres, parce que je suis quelqu'un qui m'extériorise pas beaucoup. J'ai tendance à tout garder en moi, même si j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je garde en moi. J'accumule et ça me permettait de me libérer l'esprit. Commencer une nouvelle vie, je n'y croyais pas. M'offrir une seconde chance, pas ça bas, on m'ouvre les bras. Ma famille, mes amis, toujours pressants, ils partagent mon combat. Je ferme la bouche à tous ces bavards.
L'handicap invisible est là, qu'on le comprenne ou pas. L'incohérence est présente dans tous les esprits. À quoi bon me justifier si je suis incomprise? La vie n'a pas de prix, donc je dois la vivre comme elle vient. Dix ans après son accident, Inès est toujours suivie à l'hôpital de Saint-Maurice, par un service qui l'a aidé à obtenir un aménagement de son temps de travail tout au long de sa scolarité. Mais cette prise en charge doit s'arrêter à la fin de ses études. Aujourd'hui, c'est l'un de ses derniers rendez-vous. Je pense qu'effectivement, il va falloir aussi qu'on aborde petit à petit la fin de la prise en charge ici, au CSI. On en avait déjà parlé un petit peu l'année dernière, Oui. Tu te souviens? Parce qu'effectivement, maintenant... je deviens adulte. Voilà, tu es une adulte. Ça va être dur, parce que j'avais... Les stages se sont bien passés? Oui, très bien, sauf le dernier là, de cette année. Ah bon? Oui. Parce qu'il y avait des soucis avec ma patronne qui comprenait pas trop mon handicap. Est-ce que tu lui en as parlé, tes difficultés? Oui. Dès le début, j'ai mis carte sur table, je lui ai dit je vous préviens, je suis pas très très rapide, j'ai eu un accident antérieurement, donc j'ai des difficultés mémorielles, et de la fatigabilité beaucoup aussi. Et tu as le sentiment qu'elle n'a pas pris en compte tous ces éléments-là? Du tout. Ouais. Du tout. Toujours des réflexions, un manque de compréhension qui était visible. Toujours des réflexions tout le temps. Les aménagements qu'il y a à l'école, c'est pas ceux qu'il y a aussi après dans le monde du travail. Et qu'on va attendre aussi d'un salarié à un certain rendement. On ne va pas lui laisser non plus du temps supplémentaire pour toutes les tâches. Oui, je vois très bien où vous voulez en venir, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine compréhension. Il ne faut pas toujours aller dans la défensive, toujours mais pourquoi t'as pas rendu ce travail à ce moment-là? Pourquoi tu t'es trompé alors que je te l'ai dit 5 jours auparavant mais non, j'ai des problèmes de mémoire. Même si tu me l'as dit une fois 5 jours avant, bah non, je l'ai oublié, je peux pas retenir aussi vite. Faut que tu me le dises 2-3 fois, mais ça va rentrer. Des choses comme ça. C'est pour ça aussi qu'il faut trouver des moyens de compensation. Il ne faut pas non plus trop attendre de l'autre. Il faut que toi aussi tu trouves les moyens mnémotechniques, les moyens de compensation pour arriver à compenser ces difficultés-là. L'entrée ou le retour à la vie professionnelle constitue la principale difficulté pour les personnes cérébro-lésées. Celle-ci s'avère parfois impossible, même lorsque les séquelles du traumatisme sont invisibles. Cela fait plusieurs mois que Véronique a entamé une rééducation. Mais son combat est aussi de pouvoir continuer à travailler, à mi-temps. Jusqu'ici, son temps partiel était pris en charge par la sécurité sociale. Mais en l'absence de lésions visibles à l'IRM, elle estime que Véronique est revenue à son état normal. Pour prouver son handicap, Véronique doit réaliser des IRM plus élaborés. À l'hôpital du Kremlin-Bicêtre existe un protocole de recherche destiné à traquer les lésions invisibles du traumatisme crânien léger. Ça va? Voilà, levez les jambes. On réalise tout d'abord une IRM de tenseur de diffusion sur le cerveau de Véronique. Cette IRM reconstitue les fibres de substances blanches, les axones, qui transmettent les informations dans le cerveau. Ces fibres sont représentées dans différentes couleurs en fonction des aires cérébrales. Ensuite, une IRM fonctionnelle analyse l'activité cérébrale de Véronique en observant la consommation d'oxygène de certaines zones de son cerveau. Capacité d'apprentissage, de compréhension, de planification, 408 fonctions cérébrales sont passées au crible. Donc ça reflète en fait les fibres de substances blanches, c'est-à-dire les routes de votre cerveau. Et puis donc, vous voyez, il y a beaucoup de fibres, beaucoup de spaghettis à l'intérieur du cerveau, et donc on va
se focaliser sur certaines zones dont on sait qu'elles participent à certaines fonctions cérébrales. Donc par exemple, les réseaux du langage, alors déjà, on peut remarquer, comparativement à d'autres personnes, que chez vous, les fibres sont peu nombreuses. D'accord ? Donc il y a une petite atrophie du faisceau arqué. Ça, c'est pour les fonctions de langage. Est-ce que ça veut expliquer quand je manque de mots? Oui, tout à fait, absolument. C'est-à-dire que j'arrive plus à... Oui, les gens me disent bonjour Véronique et je ne sais pas dire bonjour. Oui, personne. absolument, absolument. Ensuite, il y a un grand réseau très important, c'est le système limbique qui va gérer la mémoire et les émotions, en gros. D'accord ? Chez des patients qui sont dans votre cas, il peut y avoir des troubles de l'humeur, donc irritabilité, de l'anxiété, des choses comme ça. Et en fait, c'est lié à une atteinte de ce système limbique. Et donc, effectivement, chez vous, ce système limbique, il est bien atteint. D'habitude, chez des personnes qui n'ont pas eu de traumatisme crânien, il y a beaucoup plus de fibres. Là, ce que l'on voit, c'est que les petites fibres ici, elles sont très très fines. Et donc, à droite, il y a moins de fibres qu'à gauche. Et c'est une constante chez les patients qui ont des traumas crâniens. On a constaté ça. Et puis, donc, vous avez d'autres faisceaux. Que je pleure. Ça explique, votre irritabilité, votre anxiété, des troubles de l'humeur. Si vous avez des troubles de la mémoire, par exemple, vous vous rappelez plus de quelque chose. Donc là, vous avez déjà une explication sur l'aspect émotionnel et mémoriel. Et puis sur également donc, le langage, la production de mots aussi. Parce qu'il y a ces deux réseaux, ces deux faisceaux qui sont dans des réseaux qui sont atteints. Et tout ça, c'est consécutif au traumatisme. Donc ça, c'est mis en évidence par ces techniques-là. J'ai un docteur qui m'a dit hier, il faudrait que vous cherchiez le bonheur. Et j'ai haussé les épaules et je me suis dit, comment je fais, quoi. Ah, mais tout le monde cherche le bonheur. Hein. Parce qu'il trouvait effectivement que je pleurais beaucoup. Oui, mais voilà, il y a une explication. Il n'y a pas rien, au contraire. Tout ce que vous avez, eh bien, ça s'explique par cet examen. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci, ça va. Pour Véronique, ces examens constituent la preuve tangible de son handicap. Son prochain combat est désormais de faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale. Dans les années à venir, il est probable que la généralisation de nouvelles techniques médicales permette d'étendre encore le champ de nos connaissances sur le cerveau, afin d'éclairer ses blessures profondes, de rendre visible l'invisible.